Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de 19h sur Alizé. Voici les titres. Les producteurs de bananes veulent augmenter leur production à l'export. Ils pourront compter sur l'accompagnement financier de la région Guadeloupe. Il reste maintenant à obtenir le soutien de l'État et le feu vert de Bruxelles. En cette période de l'année, la destination Guadeloupe attire les visiteurs. 80% des touristes viennent de l'Hexagone. Devant la forte concurrence dans la région, il est grand temps d'aller chercher d'autres types de clientèle. Après le long week-end de Pâques, la vie reprend son cours. Que faire alors des enfants? Dans cette édition, nous verrons que certains parents ont fait coup double, occuper leurs rejetons et les sensibiliser au monde marin. Le journal Rony Nabal. Le président de région a rencontré les représentants de la filière banane en Guadeloupe, ainsi que le président de l'Union des groupements des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Une rencontre pour s'accorder sur l'accompagnement qu'entend apporter la région aux producteurs pour atteindre l'objectif des 100 000 tonnes de bananes produites en Guadeloupe. Ils y travaillent depuis 3 ans. Les producteurs de bananes souhaitent passer le cap des 100 000 tonnes de bananes d'ici à 2020. Actuellement, le quota est fixé à 77 000 tonnes. C'est la quantité maximale à produire pour bénéficier d'une aide compensatoire financée par l'Europe. Pour produire plus, il faut une aide supplémentaire. La région Guadeloupe a rappelé son désir de financer ce projet. Augmenter de 77 000 à 100 000 tonnes, c'est 23 à peu près 000 tonnes supplémentaires. Nous allons commencer, je pense, jusqu'à 2020, 2 millions par année, 1,8 million, 2 millions. Mais en principe, c'est 8 millions que ça fera. Donc je pense que l'État pourra nous accompagner. S'ils ont accompagné la Réunion, c'est la Réunion, je crois, M. Fruito, sur la canne à hauteur de 38 millions, je pense qu'ils pourront nous accompagner à 50-50. Pour défendre ce dossier auprès de la Commission européenne, les producteurs guadeloupéens comptent sur le soutien du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll. Les précédentes rencontres ont été positives. Il faut dire que les arguments ne manquent pas. 23 000 tonnes de bananes de plus, c'est l'installation de 40 jeunes producteurs et la création de 500 emplois. Il s'agit aussi de répondre à une demande bien réelle. Nous avons la production, nous avons les hommes. Nous avons un marché. Et je pense que c'est peut-être ça aussi la chose la plus importante, c'est que nous ne demandons pas à produire pour produire, nous demandons à produire parce qu'il y a un marché qui existe. La banane antillaise est demandée en métropole. Il en manque. Donc pourquoi aller produire ailleurs alors qu'on aurait pu le faire en Guadeloupe? Et je pense qu'aujourd'hui, économiquement, ça serait quand même intéressant de mettre en place ce dispositif. Les producteurs souhaitent voir ce projet se réaliser dans les meilleurs délais. Dès 2017, ils voudraient être en mesure de commencer à produire plus. Vous savez, la banane, c'est un produit, il faut planter, il faut récolter, ça prend du temps. Donc nous sommes sur un projet, dans la meilleure des hypothèses, pour 2017. Bon, nous sommes déjà en mars 2016. Mais si en 2017, nous pouvons, et puis les 23 000 tonnes, nous n'allons pas les produire, la Guadeloupe ne va pas les produire du jour au lendemain. Elle va monter en production progressivement par rapport aux 70 000 tonnes de production actuelle. Pour arriver à 100 000 tonnes, allons dire que ça prendra certainement 3 ans. Mais si déjà en 2017, nous arrivons à mettre en terre et à produire 67 000 tonnes de bananes de plus, ça serait formidable. Après avoir rencontré les producteurs, le nouveau président de région a rendez-vous avec Stéphane Le Foll au mois d'avril à Paris. Une réunion qui dira peut-être dans quelle mesure l'État est réellement prêt à s'engager dans ce projet. Stéphane Le Foll, qui lors de sa visite en Guadeloupe en janvier 2015, s'était montré attentif à cette demande des planteurs de bananes. Sachez que si la Guadeloupe produit 77 000 tonnes de bananes, la Martinique, elle, en produit 200 000. Guy Losbar succède à Hélène Vainqueur-Christophe à la tête de la SEM patrimoniale. Cette société d'économie mixte dont la région Guadeloupe est l'actionnaire majoritaire a été créée en 2010 dans le but de permettre aux entreprises de s'implanter durablement sur le marché local. Harry Chalus a dit souhaiter que la structure recentre son activité sur le développement économique et l'appui aux entreprises, estimant que certaines activités de la SEM patrimoniale sont aujourd'hui trop éloignées du champ économique.
Jean-Paul Fischer, directeur historique de la SEM patrimoniale, demeure à la tête de la structure. Restons dans le domaine économique avec cette nouvelle aide accordée aux petites et très petites entreprises, l'essentiel du tissu économique de Guadeloupe. Une aide à l'embauche cumulable avec les autres dispositifs existants et que les entreprises peuvent solliciter en quelques clics. Les précisions d'Anne-Elisabeth Arsène. Depuis le 18 janvier 2016 et ce jusqu'au 31 décembre 2016, toutes les embauches réalisées dans les entreprises de moins de 250 salariés bénéficieront d'une prime de 4 000 € sur 2 ans par tranche de 500 € par trimestre. Ce dispositif de prime à l'embauche est rétroactif dans un délai de 6 mois. L'État renforce ainsi sa mobilisation en ce qui concerne le développement des TPE et PME en contribuant à la création d'emplois. Cette aide est donc cumulable avec les autres dispositifs existants. Pour en bénéficier, il suffit donc de remplir le formulaire de demande sur le site embauchepme.gouv.fr. La moitié des touristes qui viennent en Guadeloupe sont hébergés dans les communes de Gosier, Sainte-Anne et Saint-François et passent en moyenne 16 jours en Guadeloupe. Le budget moyen hors billet qu'ils consacrent à leur séjour est de 1 250 €. Parlons justement du mode d'achat des billets d'avion de ces touristes. En priorité, c'est depuis leur ordinateur qu'ils valident leur voyage vers le soleil de Guadeloupe. Selon une étude Calistat, 59% des touristes privilégient Internet pour l'achat de leurs billets. Alors par Internet, hein. Voilà. Le vol à part et puis l'hôtel aussi à part, par Internet. Et on a tapé Internet, on avait vu le prix, c'était très intéressant. Et on a bloqué tout de suite. Toujours selon cette enquête, 27% des touristes passent encore par des agences de voyage classiques et seulement 3% directement à l'aéroport ou via les compagnies aériennes. Mon billet a été réservé via une agence de voyage par téléphone. Elle s'est occupée de tout. En fait, on avait réservé d'abord un billet pour les États-Unis et puis par Air France. Et ensuite, on a eu des offres proposées vraiment pas chères. Et au mois de juin, on nous a proposé la Guadeloupe. Et quand on a vu les prix pour cette époque-là, qui normalement est la période la plus chère, on a sauté dessus à pieds joints. Hein. La démocratisation de la vente en ligne par les compagnies aériennes et les agences de voyage, ainsi que l'explosion d'Internet dans notre vie quotidienne, favorisent fortement cette tendance. Et 80% de ces touristes qui séjournent en Guadeloupe résident dans l'Hexagone et viennent chez nous essentiellement pour profiter de la plage. Et même s'ils partent en général très satisfaits de leur séjour et n'hésitent pas à revenir en Guadeloupe, notre destination n'est pas la seule à pouvoir leur offrir le même cadre et les mêmes activités. Développer l'industrie touristique en Guadeloupe demande peut-être d'envisager une autre clientèle que celle de l'Hexagone. Détail avec Anne-Elisabeth Arsène. La Guadeloupe est une destination loisir pour 65% des touristes. Cependant, 82% d'entre eux viennent de l'Hexagone. L'arrivée des liaisons entre les États-Unis et la Guadeloupe ouvre davantage nos frontières à de nouvelles clientèles. Je trouve très intéressant, effectivement, cet accord avec la Norvégienne, s'ouvrir sur un marché qui, autrefois, représentait 80% de notre clientèle, le marché nord-américain. Je crois que ça, c'est important, quand même, de se diversifier. Donc, quand je parle du marché nord-américain, donc je parle surtout du Canada, mais aussi des États-Unis, et dans une moindre mesure, de l'Amérique latine, hein, puisque nous avons une clientèle qu'on a souvent oubliée, c'est la clientèle latino-américaine. Nous avons, par exemple, une clientèle brésilienne qui a un fort pouvoir d'achat aujourd'hui et à proximité de nous, hein, donc c'est un marché de plus d'1 million d'habitants si je prends la région de l'Amapa. Hein. Nous avons le marché donc, de l'Argentine, le marché du Chili, donc c'est des pays intéressants puisqu'ils sont à contre-saison. C'est-à-dire que quand nous on est en basse saison, eux ils sont en haute saison. Donc ça c'est une clientèle qu'il ne faut pas oublier, la clientèle latino-américaine. La Guadeloupe dispose désormais d'une nouvelle valeur ajoutée. Le Memorial Act, considéré par ailleurs par le New York Times comme incontournable pour tout séjour dans l'archipel. On voit bien que ça y est, le Memorial Act a pris sa place dans le paysage guadeloupéen. Les visiteurs sont nombreux, tant les touristes que les résidents de la Guadeloupe. Vous avez pu le voir, vous pouvez le voir aujourd'hui. Nous sommes dans la saison touristique, donc on voit bien l'intérêt pour les touristes de venir visiter le lieu et leur émotion quand ils en sortent. Le secteur touristique est en plein essor. Avec 3% de visiteurs nord-américains et 5% de caribéens, notre destination attire. Mais attention à la concurrence régionale.
Donc aujourd'hui, je trouve que la politique du CTIG, qui est véritablement le coordonnateur de la politique touristique, en collaboration avec les hébergistes, avec les transporteurs, cette politique porte encore des résultats très intéressants. Surtout qu'il faut savoir quand même que nous sommes dans un secteur d'activité excessivement concurrentiel. La concurrence se situe au niveau de la Caraïbe, il faut le savoir. Et vous avez quand même des destinations qui se débrouillent donc assez bien. Alors je prends juste comme exemple un pays comme Cuba, qui dans les années à venir risque de faire très mal à notre zone Caraïbe. Néanmoins, ça serait intéressant déjà, nous, d'anticiper et de préparer, une stratégie. D'accord. Surtout que ce marché est important, donc de toute façon, quel que soit le pays de la Caraïbe, on pourra toujours sortir notre épingle du jeu. Néanmoins, il faut être innovant. En matière d'infrastructure, la Guadeloupe doit rattraper son retard si elle souhaite rester compétitive. La création d'un hôtel 5 étoiles et l'amélioration des capacités d'accueil s'imposent. Et tous ces touristes qui viennent profiter de nos plages peuvent être rassurés. L'Agence régionale de santé vient de publier les résultats des prélèvements effectués sur 130 sites de baignade de l'archipel. Si la presque totalité de nos plages et de nos rivières sont de bonne qualité, tout de même 4 sites sont classés qualité insuffisante. Détail toujours avec Anne-Elisabeth Arsène. L'Agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth assure le contrôle sanitaire régulier de l'ensemble de ces zones de baignade. Ces contrôles réguliers se font par prélèvement d'eau réalisé avec un maximum de 30 jours entre chaque visite. Ces résultats sont alors transmis régulièrement par l'ARS au président des collectivités et au maire. Il classe donc les plages par couleur, bleu pour excellente qualité, vert pour bonne qualité, orange qualité suffisante et rouge pour insuffisante. Plus de 90% des eaux de baignade sont d'excellente ou de bonne qualité et seuls 3,1% des sites ont été classés de qualité insuffisante. Il s'agit des rivières de Dolé à Gourbert, de Vallée Verte à Vieux Habitants et le domaine de Val-Ambroise à Petit-Bourg, ainsi que la plage de Viard, toujours à Petit-Bourg. Le ministère de la Santé surveille ainsi les eaux sur 130 sites de baignade, 112 en mer et 18 en rivière, soit 26 communes concernées, plus Saint-Martin et Saint-Barth. L'eau de baignade est contrôlée au minimum une fois par mois par les services de l'État. Une dizaine de jours après la création d'un collectif de défense du patrimoine géothermique de la Guadeloupe, la Fédération Les Républicains de Guadeloupe s'immisce dans le débat de la vente de la centrale géothermique de Bouillante à la société Ormat Technologies. Par la voix de leur présidente Sonia Petro, les Républicains de Guadeloupe proposent que la commune de Bouillante soit associée aux discussions en cours avec la société américaine et qu'elle soit bénéficiaire des retombées financières qu'elle doit en attendre. Ils proposent également que la région Guadeloupe étudie la possibilité de prendre part au capital de l'entreprise et que soit organisé dans les meilleurs délais un congrès des élus régionaux et départementaux sur la définition d'une stratégie claire en matière de transition énergétique pour la Guadeloupe. Cela fait aujourd'hui 27 jours que les salariés de Canal+, Canal Satellite Caraïbes affiliés à l'UTT-UGTG sont en grève. Leur principale revendication porte sur le licenciement qu'ils jugent abusif d'un cadre de l'entreprise. Le syndicat annonce qu'après 2 rencontres infructueuses, la proposition de médiation de l'inspection du travail aurait été refusée par la direction de Canal+ Antilles. Par la voix de leur délégué syndical, les salariés grévistes disent rester mobilisés et réaffirment que seule la signature d'un protocole d'accord mettra fin au conflit en cours. Demain matin, ils ont rendez-vous devant le juge des référés au tribunal de Pointe-à-Pitre pour entrave à la liberté du travail. La direction de CanalSat Caraïbes, de la société de diffusion donc, n'a pas pour l'heure donné suite à nos demandes d'interview. Passons maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la Grande Caraïbe. Nous irons au Paraguay où le nouveau président de la FIFA a entamé une tournée en Amérique du Sud, mais direction tout de suite Cuba où Fidel Castro a réagi aux déclarations de Barack Obama au cours de sa visite à Cuba. C'est la Minute Caraïbe. L'ex-chef de l'État cubain Fidel Castro a pris la plume pour répondre à ce qu'il appelle les paroles sirupeuses du président américain Barack Obama qui avait appelé à des changements dans le pays communiste
lors de sa visite historique la semaine dernière à La Havane. Dans cette longue lettre portant le titre « Le frère Obama », l'ex-président cubain retiré du pouvoir depuis 2006 ironise sur le discours prononcé par Barack Obama le 22 mars dernier. Fidel Castro écrit que personne ne doit se faire d'illusions sur le fait que le peuple cubain renoncera à la gloire et au droit, à la richesse spirituelle acquise par le développement de l'éducation, la science et la culture. Bref, une façon d'annoncer que les changements désirés par le président américain ne seront pas pour demain. Fidel Castro précise que Cuba n'a pas besoin que l'Empire lui fasse cadeau de quoi que ce soit. Plusieurs médias d'État s'en étaient d'ailleurs pris à Barack Obama, soutenant que ses qualités d'orateur ne devaient pas faire oublier les nombreuses différences de vues entre les deux pays. L'ex-leader cubain Fidel Castro n'est plus apparu en public depuis juillet 2015, mais les médias officiels publient régulièrement des photos de lui recevant à son domicile personnalités et chefs d'État amis. Près de 2/3 des Vénézuéliens pensent que le président Nicolás Maduro devrait partir cette année ou être destitué par un référendum de révocation, tandis que 29,3% des interrogés souhaitent qu'il reste au pouvoir jusqu'au terme de son mandat en 2019. Le Venezuela est durement affecté par la chute des prix du pétrole, sa principale ressource, et son modèle d'économie étatique peine à faire face à une inflation à 2 chiffres, couplée à une grave récession. De sévères pénuries allant du riz aux médicaments touchent la population. L'opposition, qui a remporté les élections législatives de décembre, accuse Nicolás Maduro de pousser le pays à la catastrophe en tardant à adopter des réformes et mène des actions diverses pour le destituer. Le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, est arrivé lundi à Asunción, capitale du Paraguay, première étape d'une tournée en Amérique du Sud, une région dont les instances ont été décimées par le scandale de corruption de la FIFA. La tournée débute à Asunción, siège de la Confédération sud-américaine de football, CONMEBOL, qui est dirigée depuis 2 mois par le Paraguayen Alejandro Dominguez, lequel promet de rompre avec les pratiques corrompues du passé. Après le Paraguay, le nouveau patron du football mondial s'envolera pour l'Uruguay, la Bolivie, la Colombie, avant de participer au congrès de la FIFA en mai au Mexique. Lors du scrutin du 26 février, Infantino, proche de Michel Platini, a rallié les suffrages des 10 présidents des fédérations sud-américaines, un soutien symbolique car l'Amérique du Sud pèse 5 fois moins que l'Afrique ou l'Asie en termes de voix. Football toujours avec le grand soir pour les Guadaboy. Les hommes de Gérard Randy jouent leur qualification pour le prochain tour de la Coupe des Nations de football de la Caraïbe face au Suriname. Le match se joue en terre surinamaise, tandis que la sélection de Guyane, qui joue à domicile face à celle de Cuba, doit impérativement s'imposer pour accéder au tour suivant. Après le long week-end de congé de Pâques, les parents ont repris leurs activités habituelles, mais les enfants, eux, sont encore en vacances pour quelques jours. Pour occuper le temps libre des tout-petits, certains peuvent compter sur papy et mamie, mais d'autres ont opté pour l'accueil de loisirs. Parmi les associations proposant des activités ludiques et pédagogiques aux enfants durant cette dernière semaine de vacances, l'École de la Mer. Marion Bordier s'est rendue à l'Aquarium du Gosier, où les animatrices de l'association animent un stage de découverte de la mer. Ils ont entre 5 et 7 ans et étaient une quinzaine à l'Aquarium du Gosier. En stage à l'École de la Mer, ces petits se sont émerveillés devant les oursins, les poissons-pierres, les méduses, les crabes et les requins dormeurs. Pendant ce temps, le groupe des 8-12 ans profitait d'une sortie en mer avec masque et tuba. L'objectif de ces activités, sensibiliser les jeunes à l'environnement marin. On va parler des déchets, on va parler des animaux marins, on fait des ateliers aussi sur les tortues, on va parler de... Bon là ils sont petits, mais ma collègue qui a des plus grands va faire des petites expériences chimiques. On peut leur parler de réchauffement climatique. Enfin, il y a plein de thèmes qui peuvent être abordés. On va parler d'un sujet avec les enfants et puis dans la discussion, ça va amener d'autres sujets. Voilà, c'est très diversifié. On va parler du matelotage, on va parler de la mer, c'est-à-dire leur faire aussi découvrir les différentes balises qu'on voit en mer. À travers des ateliers, des jeux, des sorties et des visites ludiques, les enfants s'éveillent et surtout s'occupent pendant les congés de Pâques. L'occasion pour eux d'apprendre et de découvrir tous les secrets de la mer.
J'ai appris que des fois le diodon, quand il gonfle, s'il n'arrive pas à se regonfler, il meurt. Les langoustes, elles donnent un coup de queue pour enlever leur carapace. Et comme ça, elles laissent l'autre carapace à côté et une autre carapace va venir. Les petits curieux semblent ravis. Tous préfèrent passer leur dernière semaine de vacances à l'école de la mer plutôt que de rester chez eux, devant la télé ou avec la nourrice. Je suis contente d'être ici parce qu'il y a des poissons, des animaux que j'aime bien. Les vacances scolaires sont souvent un vrai casse-tête pour les parents qui travaillent. L'école de la mer est alors une solution, d'autant plus que les enfants adorent. Quant au tarif, il reste raisonnable car les petits sont pris en charge de 8h30 à 17h. On a un tarif de base qui est de 49 € par jour, donc sur une semaine de 5 jours, 49 x 5, 245. Beaucoup de retours positifs. C'est vrai que quand un enfant sort de l'école de la mer, il veut souvent retourner, donc les parents demandent souvent c'est quand le prochain stage. Depuis l'année dernière, on a doublé nos effectifs puisqu'on avait beaucoup de demandes et on en a encore. Le programme de l'école de la mer séduit de plus en plus et s'annonce passionnant pour les jours à venir, avec notamment une initiation au paddle. Vient ensuite la découverte de la mangrove à Saint-Félix avant les jeux de plage. Et pour finir en beauté cette semaine riche en animation, une randonnée palmée dans le grand cul-de-sac marin. L'école de la mer, une idée, pourquoi pas, pour les prochaines vacances de vos enfants. Un point sur la météo de ce soir et demain. Le ciel sera couvert cette nuit et des averses seront à craindre sur l'ensemble de l'archipel. Demain matin, le soleil fera son apparition, mais la pluie risque également d'être de la partie un peu partout. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier, il sera question de natation synchronisée, juste après le JT Soir de TF1 présenté par Gilles Boulot, suivi d'un point complet sur le temps qu'il fera demain. Passez une excellente soirée sur Alizé, nous nous retrouvons demain 12h30.